Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. Health Update is your weekly bilingual health program which talks everything concerning health. And for today's edition, we are, like on every other Saturday and every broadcast on Sunday, talking about issues pertaining to health. Now, Cameroon joins the rest of the international community on June 26th every year to observe the World Day for the fight against drug abuse and illicit trafficking. It is an opportunity to raise awareness and sensitize the population, but also youth in particular, on the dangers of drug abuse and illicit trafficking. Today we are seeking to understand the impacts of drug consumption and even its abuse, but also promote prevention. And for this edition, we are receiving a medical doctor who has specialized in the domain of addiction management. She is an addictionologist. That is how they are called in the medical jargon. Ours today is Dr. Nelly Mvondo, who will be with us right after our reporters on the ground set the ball rolling with the facts and figures. À l'échelle mondiale, près de 180 millions de personnes, soit 3% de la population mondiale, sont des consommateurs de drogue. Au Cameroun, selon les chiffres du ministère de la Santé, 21% des citoyens en consomment, dont une forte proportion de jeunes, en particulier ceux au chômage. Très souvent également, c'est la pauvreté. La pauvreté. Voyez un peu, les jeunes n'ont rien à manger, ils n'ont pas de boulot, ils se promènent, ils jouent au cadre, ils ne savent pas quoi faire. Mais lorsqu'ils tombent sur une drogue comme la cocaïne, lorsqu'ils la prennent, voilà, ils sont dans un monde de rêve, tout est beau et ils veulent rester là-dedans. Cette consommation entraîne directement des conséquences graves pour les individus concernés. Il y a les maladies telles que des convulsions. Ça survient beaucoup plus chez les patients qui prennent le tramol, comme on appelle au quartier, mais c'est le tramadol. Il y a les pertes de mémoire, il y a les complications psychiatriques, agressivité, délire, paranoïa. Ils tombent dans la dépression, ils tombent dans la confusion. Et également, ces drogues ont une répercussion, comme je l'ai dit tantôt, sur les organes vitaux comme le cœur, comme le foie, comme les reins. Parmi ces conséquences, on note notamment l'addiction, un problème qui ne se limite pas seulement aux drogues illicites, mais aussi aux médicaments pouvant avoir des effets similaires. Les médicaments sont une drogue consommée par la population mondiale et les effets de cette drogue sont dévastateurs, n'est-ce pas, sur les fonctions vitales. L'addiction est un cercle vicieux dont il est souvent difficile de s'extraire. Quand on arrive au stade de l'addiction, ça ne dépend plus de nous. Ça devient une maladie. Et quand on parle de maladie, ça veut dire qu'il y a une solution médicale derrière. Il y a les psychologues qui interviennent, il y a les médecins addictologues qui interviennent, il y a les psychiatres qui peuvent intervenir. Sur le plan affectif, il faut un certain encadrement, un certain soutien. Et il faudrait apprendre, n'est-ce pas, aux concernés à faire face à toutes ces difficultés sociales. Alors que le Cameroun s'unit à la communauté internationale pour aborder cette crise, il est impératif de changer la donne compte tenu des graves conséquences économiques et sociales déjà enregistrées. Welcome back. As I told you at the very beginning of this program, today we are receiving an addictionologist in the person of Dr. Nelly Okoto Mvondo. And with her today, we will try to discuss the topic addressing addictions or drug abuse, understanding impacts and promoting prevention. It is a case study of Cameroon. Bonjour docteur et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Joyce. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. D'accord. Plongeons dans le vif du sujet. Nous parlons d'addiction. C'est quoi un addictologue et c'est quoi l'addiction? Tout simplement, je dirais un addictologue, c'est une personne qui s'occupe de ceux qui ont des problèmes avec l'addiction. Et c'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est une maladie cérébrale qui se manifeste la plupart du temps par la consommation ou bien l'usage ou bien le comportement
chronique, impulsive, non contrôlée d'une personne par une substance. Par ailleurs, on dit qu'il existe deux types d'addiction. Il y a l'addiction avec substance qu'on connaît tous, que se connaît beaucoup plus, et dans lesquelles on trouve des substances telles que le cannabis, l'alcool, les cigarettes. Et aussi, de l'autre côté, il y a les addictions sans substance. Régulièrement, on en trouve les jeux du hasard, les jeux du hasard, comme je disais, les addictions au sexe, les addictions aux jeux vidéo, les addictions au téléphone. Donc, il existe deux types d'addictions. En fait. D'accord. Comment se déroule une consultation normale chez un addictologue? La consultation chez un addictologue, ça se fait comme chez tout le médecin. C'est-à-dire, le cursus où je suis à l'hôpital Jameau, vous arrivez, vous payez votre consultation, vous achetez votre carnet et puis vous arrivez devant un médecin qui va vous consulter, poser des questions sur votre type de consommation, la durée de consommation, ou alors le type d'addiction que vous avez, le problème que vous avez. Et puis, pour conclure, vous allez sortir de là avec probablement un diagnostic et avec des examens et puis un protocole à suivre et des rendez-vous. D'accord. Maintenant que c'est clair, plongeons dans le vif du sujet. En tant que médecin addictologue, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux de la consommation ou même de l'addiction à la drogue au Cameroun en ce moment? Oui, on va vraiment beaucoup plus se limiter sur l'addiction avec substance parce que c'est ça qui est beaucoup plus fréquent ici dans notre pays. Au Cameroun, le CNLD, dans ces dernières données, note 21% de taux de consommation de stupéfiants au Cameroun. Et en tête, on a le cannabis. Et en plus du cannabis, après le cannabis, nous avons le tramol. Et ensuite, nous avons la cigarette et tout ce qui suit. Il faut déjà dire que là, nous parlons beaucoup plus des substances illicites, donc ce qui est interdit par la loi, parce qu'il y a d'autres substances licites, dont l'alcool. Donc il y a des drogues qui sont acceptées? Non, j'ai pas dit drogue. Bon, maintenant, ça dépend de ce que vous attendez par drogue, parce que là, la drogue ne sont pas acceptées. Mais chez nous, on parle de substances psychoactives en médecine. Donc, toute substance qui a le pouvoir d'altérer notre jugement. Ça peut être du sucre également? Oui, le sucre n'est pas classé comme une drogue, mais il y a l'addiction au sucre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui pourrait agir comme un facteur de motivation dans la vie qui pourrait inciter à consommer ou même devenir addict à une drogue? Il faut déjà savoir que initialement, on ne devient pas addict quand on commence à consommer la substance. On devient addict au fur et à mesure qu'on la consomme. Et avec le temps, on se rend compte qu'on n'arrive pas à arrêter, on ne contrôle plus sa consommation, ou on ne contrôle plus sa consommation, on ne peut plus s'en passer et on a toujours l'envie de consommer. Et c'est là qu'on devient, on est au stade d'addiction. Quels sont les facteurs de motivation? Les facteurs de motivation dans la consommation, il y a les facteurs génétiques. Il y a des gens qui ont certains facteurs prédisposés à développer plus d'addiction par rapport aux autres. Il y a l'environnement. C'est-à-dire que je nais aujourd'hui et puis j'ai juste envie de me droguer? Non, 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 non. Quand je dis facteur génétique, ça veut dire le taux, ton parent a eu à consommer et dans vos gènes, vous pouvez facilement développer l'addiction par rapport à l'autre. Ça veut dire que vous consommez la même substance au même degré, mais tu peux développer plus l'addiction par rapport à l'autre personne. Mais il y a beaucoup plus les facteurs environnement dans notre environnement. La vie dont nous menons tous les jours, l'exposition au stress, l'exposition aux problèmes de santé mentale en général. Et la vie de tous les jours, vous voyez au Cameroun où les gens se plaignent
de la pauvreté, par exemple. Donc, il y a ces facteurs-là, facteurs environnementaux. Il y a les facteurs génétiques, comme j'ai déjà dit. Il y a les pairs, c'est-à-dire vous avez un parent qui consomme, un ami qui consomme, qui peut vous influencer, qui peut vous initier à la consommation de stupéfiants. Un parent qui envoie l'enfant aller acheter la cigarette en route, par exemple, expose déjà son enfant à la consommation. L'enfant va acheter et puis il a aussi envie de savoir ce que ça fait. L'enfant va acheter et il va allumer en rentrant ou bien essayer de fumer comme il voit souvent papa faire ou bien le voisin qui l'envoie. Il y a tous ces facteurs-là. Il y a l'influence des groupes d'affirmation, les enfants qui veulent se retrouver dans les groupes des autres, on les donne les conditions pour pouvoir être acceptés dans ces groupes-là. Il y a les enfants qui sont amadoués par d'autres. Donc, il y a beaucoup de circonstances qui font en sorte que beaucoup plus de jeunes, parce que la consommation qu'on commence dans la jeunesse se retrouve dans la consommation de stupéfiants, en fait. En tant que médecin, donc, vous avez vécu avec ces personnes-là, vous les avez aidés à traverser les moments difficiles. Est-il possible d'expliquer un peu comment ils se sentent quand ils prennent ces drogues-là, ces substances-là? Est-ce que ça vous fait ne pas avoir peur de quoi que ce soit? Est-ce que ça vous donne du courage? Mais ça, c'est du point de vue d'un médecin, bien sûr. Oui, en fait, je vais répondre à votre question, mais c'est un peu difficile parce que là, répondre, donner les facteurs positifs à la consommation de stupéfiants, c'est comme faire une publicité de la consommation de stupéfiants. Donc, un enfant qui me suit pourra peut-être aller expérimenter pour voir, mais ce qu'il raconte, en fait, c'est que quand ils en consomment, d'autres vont dire c'est pour avoir les facteurs plus élevés dans l'intelligence, la capacité d'étudier, la force physique, ça existe, la persévérance, et puis d'autres disent c'est pour oublier les problèmes. Quand ils en consomment, ils sont totalement coupés du monde. Chacun trouve toujours un motif à la consommation de sa substance. Parlons donc des effets négatifs. Comment est-ce que cette dépendance-là affecte-t-elle une personne, c'est-à-dire du côté physique, mental et autres? Oui, il y a plusieurs facteurs négatifs dans la consommation de stupéfiants. Et sur le plan mental, vous allez voir dans la consommation de stupéfiants, ceux qui ont déjà eu à consommer peuvent commencer des facteurs très minimes jusqu'aux facteurs graves. Ça veut dire les complications telles que juste un changement d'humeur, agressivité, intolérance à tout ce qu'on lui demande de faire. Et puis, plus grave, vous allez voir les agitations, ceux qui développent les pathologies psychiatriques qui peuvent aller jusqu'à la schizophrénie. Sur le plan, d'autres plans physiques, vous allez voir dans la santé, il y a les cancers que les gens connaissent, il y a les problèmes d'infection pulmonaire qu'il y en a, puisque là où on est à Chamonix, il y en a beaucoup. Il y a aussi ceux qui en consomment, qui développent les maladies cardiovasculaires, d'autres développent les AVC chez les jeunes, c'est bizarre mais ça existe. Vous allez voir les enfants qui développent les problèmes, on a déjà dit le cancer, on a déjà dit les maladies telles que les insuffisances cardiaques à leur jeune âge, et les insuffisances rénales, les problèmes hépatiques, les cirrhoses. Il y en a tellement à citer. Physiquement, on ne maigrit pas, on ne devient pas trop laid. Est-ce qu'on reste une personne normale, fonctionnelle? Physiquement, on ne maigrit pas. Ce n'est pas toutes les drogues qui font maigrir, en fait. D'accord. Maintenant, ça dépend aussi au stade de ton addiction. Parce que quand on devient vraiment addict et qu'on devient dépendant, qu'on passe toute sa vie à ne faire que consommer, on n'a plus le temps de manger. Et il y a les stupéfiants qui font manger, d'autres qui coupent carrément l'appétit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est chétif.
dans la consommation de stupéfiants. Alors, chaque année, presque à la même date, le 26 juin, on parle de la drogue, la consommation de la drogue, lutter contre la consommation de la drogue. Et puis, les chiffres officiels nous renseignent que 21% de la population camerounaise a déjà consommé de la drogue. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce pourcentage alarmant à un moment où on en parle à chaque année? Cela est justifié le fait qu'il y a de plus en plus l'entrée des enfants, les jeunes sont très précocement exposés aux substances psychoactives qui circulent déjà au pays. Et de plus en plus, les jeunes sont éveillés, intelligents, et ils trouvent plus de moyens pour pouvoir satisfaire leurs envies. Et puis, le taux de criminalité qui augmente et le taux comme à l'extrême nord, les crimes, les guerres, tout ça, ça expose les jeunes à la consommation des stupéfiants, en fait. Quelles sont les idées fausses répandues autour de la consommation de la drogue ou alors de la toxicomanie? Les idées fausses, il faut déjà savoir que toute personne, ce que je dirais, c'est que toute personne qui consomme les stupéfiants n'est pas forcément quelqu'un un délinquant. Ok. Toute personne, c'est pas forcément parce qu'on consomme les stupéfiants que ça veut dire qu'on est un délinquant. Je le répète parce qu'il y a la stigmatisation envers ces personnes-là. Il y a certaines personnes que vous pouvez très bien récupérer, il y a d'autres qui sont des responsables. Est-ce que vous avez quand même certaines stratégies qui sont efficaces dans la médecine conventionnelle qui permettent de traiter l'addiction? Oui. Parmi lesquelles? Dans la prise en charge de tous les jours, c'est une question qui revient parce que beaucoup de gens veulent savoir comment est-ce que ça se passe, le sevrage. C'est comme ça qu'ils appellent ça régulièrement. Il y a les protocoles mis en place. Il y a des médicaments déjà. Il faut déjà savoir que la prise en charge de façon sur la drogue, on ajoute des médicaments. De façon pratique, il y a la prise en charge est à deux volets déjà. Il y a d'abord les médicaments. Il y a des médicaments qui permettent aux patients soit de réduire les envies, soit de réduire le manque ou de diminuer totalement le manque, qui permet à la personne d'avoir une meilleure vie et un meilleur suivi dans sa prise de décision de sevrage. Maintenant, il y a l'autre volet, c'est le volet de la psychothérapie. Un patient qui est suivi en addictologie a besoin d'une psychothérapie parce qu'il y a parfois des traumatismes psychiques derrière. Donc, voilà les deux plans. Et maintenant, si ce patient présente autre complication, comme un problème psychiatrique, on va appeler un spécialiste en psychiatrie. Si on a besoin d'un pneumologue, on va l'appeler. Donc, on travaille en collaboration avec les autres. Alors, dans votre carrière, jusqu'ici, avez-vous déjà eu des success stories, des modèles de réussite? C'est-à-dire, vous prenez un patient et puis vous travaillez avec ce patient-là et après, la personne se remet. Bien sûr. Si oui, est-ce que vous pouvez nous raconter une de ces histoires? Bien sûr. Je raconte l'histoire d'une dame. Une dame? Oui. Addict à la drogue? Oui. Je dis une dame parce que la plupart du temps, les gens savent les que idées reçues, c'est beaucoup plus une femme. C'est une dame qui est venue en consultation, qui consommait de cannabis. En même temps, il s'appelle ça la taille. Elle avait des enfants? Oui, elle a un enfant. Donc avec la drogue, on peut quand même avoir des enfants? Bon, il y a les complications. Certaines drogues entraînent vraiment les complications dans la procréation, donc la conception et aussi pendant l'évolution de la grossesse. Donc il y a les complications, mais elles arrivent quand même. Elle avait un enfant que d'ailleurs elle a eu pendant la consommation des stupéfiants. Et d'ailleurs elle est venue avec son fiancé. C'est son fiancé qui l'a accompagnée à l'hôpital. Et puis elle prenait, elle prenait du cannabis et elle prenait la taille et en même temps du crack.
Cette dame est arrivée, son mari l'avait beaucoup encouragée depuis le début, mais elle n'avait pas encore pris la décision d'arriver. Et le jour qu'elle arrive chez moi, elle était vraiment mal en point et j'ai décidé de l'hospitaliser le jour-là même. Et puis le lendemain, elle n'allait toujours pas bien parce qu'il faut dire, il fallait laisser quelques temps pour voir effectivement à quel niveau elle se trouve dans sa consommation. Et puis le lendemain, je l'ai mis sur le traitement type. 2 jours plus tard, il fallait revoir la dame. Elle était tout à fait bien. 2 jours. 2 jours plus tard, elle avait... Donc, quand le syndrome de manque, l'agitation, l'agressivité, elle n'en avait plus. Et d'ailleurs, normalement, je pense qu'on est déjà 2 ou 3 mois de son sevrage. Elle vient toujours au rendez-vous. Elle va parfaitement Justement, bien. qu'est-ce que vous faites pour assurer le suivi? Oui, pour assurer le suivi de ces patients-là, à leur sortie, ceux qui ont été hospitalisés, ou même ceux qui n'ont pas été hospitalisés. Normalement, on devait travailler en collaboration avec les structures de formation pour ceux qui n'ont pas de travail ou bien d'emploi pour les aider à une insertion sociale. Bon, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on propose à ceux qui n'ont pas d'emploi, on encourage la famille de les accompagner, de leur donner une chance pour pouvoir s'insérer quelque part. On fait tout pour essayer d'éviter l'oisiveté à ce patient-là, mais avec la collaboration de leur famille. Comment est-ce que la société peut faire pour soutenir ces personnes-là? Qu'est-ce que la société peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que mon cadre peut faire? Qu'est-ce que Willy Tchunke qui est derrière là, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider à ce que ces personnes-là, pour que l'insertion socio-professionnelle de ces personnes-là soit effective? Déjà, la première chose, c'est d'éviter la stigmatisation. Parce que quand ils se sentent stigmatisés, ils se replient en eux et ils ne peuvent plus exprimer. Et donc, ils ont besoin d'encadrement, d'encouragement. Toute personne qui consomme, que ce soit le voisin, il faut l'encourager à aller vers les soignants. Il faut les encourager à aller vers l'avant. Ils ont besoin de notre force, de notre encouragement de tous les jours pour qu'ils puissent avancer déjà. Donc, toute personne qui consomme des stupéfiants n'est pas forcément un fainéant. Donc, il peut travailler. Vous pouvez leur donner la chance où vous êtes à travailler. Ils peuvent faire tout ce qu'on fait comme boulot. Ça leur permet d'éviter l'oisiveté. Alors, vous avez parlé de 2 types d'addiction. Le deuxième type, en quoi est-ce que c'est mal? Si ce n'est pas aux substances. L'addiction, c'est tout comportement qui devient impulsif, incontrôlable. Donc, si je joue aux jeux vidéo et que je joue toute la nuit, je dérange personne, est-ce que je suis toujours addict? Si vous jouez aux jeux vidéo, toute la nuit, toute la matinée, vous dérangez, je ne dérange personne, je ne suis pas agressive. Vous consommez, vous utilisez toute la nuit et le matin, vous réveillez, vous ne dérangez personne. Si vous avez joué une nuit, il n'y a pas de problème. Mais au moment où vous commencez à jouer chaque nuit ou tous les jours, vous n'arrivez pas à vous en passer et que vous ne voulez plus rien faire d'autre que jouer à vos jeux vidéo. Vous ne gênez personne, mais ça gêne votre vie. Je parle de ça parce que justement, mon mari me disait que je suis addict à un certain jeu vidéo. Parce que j'en ai un dans mon téléphone et quand je n'ai rien à faire, je suis dans mon téléphone. On peut être en train de parler là et puis je prends mon téléphone, je suis en train de jouer. Et il me dit, non, toi tu es déjà addict, il faut te trouver un médecin. Non, ça, et je le joue depuis au moins quoi, 8 ans, 9 ans, le même jeu. Non, ça c'est pas une addiction. Au moment où vous n'arrivez plus à vous contrôler, je dis, au moment où vous n'arrivez plus à vous contrôler, à vous en passer, et tout ce que vous avez besoin, même si vous êtes où vous voulez toujours jouer. Exemple, quelqu'un qui joue au jeu du hasard et qu'il arrive déjà à jouer des millions, c'est pas son argent, ça affecte sa vie de tous les jours, il en consomme même l'argent, il joue, il parie même l'argent qui ne l'appartient pas, même si c'est pour qui, il part, il joue. Ça c'est une maladie. À ce moment-là, tu ne vas plus rien faire. Et tant qu'il n'a pas joué, il ne peut pas être à l'aise. Et quand il n'a pas joué, il va développer les symptômes.
il sera irrité, il sera instable. Ça, c'est le symptôme de manque qu'il va développer. Et là, il est malade. Même si vous racontez quoi à ce monsieur ou bien à cette personne qui est mauvaise, il est conscient que, mais il n'arrive pas à changer. Alors, voilà. Depuis 2015, nous savons que des centres d'aide à la lutte contre la consommation de la drogue ont été créés au Cameroun, mais à une plus grande échelle. Qu'est-ce que vous croyez que les pouvoirs publics peuvent faire pour limiter ces chiffres-là? 21%, je pense que c'est alarmant quand même. Déjà, il faut savoir que le ministère de la Santé travaille déjà dessus parce que récemment, on a signé un plan stratégique de lutte contre la drogue qui implique déjà tous les sectoriels avec lesquels le ministère de la Santé doit travailler ou le CNLD doit travailler en collaboration, c'est-à-dire l'éducation de base, l'éducation supérieure, la police, tous ces sectoriels-là sont impliqués. Donc, et aussi, il y a les secteurs privés qui sont impliqués dans la prise en charge de ces patients, des personnes, parce que ce n'est pas seulement c'est pas seulement quand on est malade. Nous, les médecins, on intervient là où quand on est déjà malade, mais c'est plus haut, c'est plus vaste. Donc déjà, au niveau de l'entrée du produit au pays, ça veut dire que là, c'est les forces de défense ou la police qui doit intervenir. Chacun à son domaine a déjà sa participation. Est-ce qu'on peut mieux faire que ce qu'on fait déjà? On peut mieux faire, je pense bien qu'on peut mieux faire que ce qu'on fait déjà. Alors, sans avoir la prétention d'avoir tout dit, est-ce qu'il y a un mot pour la fin? Bien sûr. Pour la fin, je dirais toute personne qui consomme les stupéfiants, toute personne qui a un problème d'addiction n'est pas quelqu'un de raté, comme on dit au quartier. Toute personne que vous voyez qui consomme les stupéfiants, que ce soit quelqu'un qui est votre voisin ou un enfant de la rue, il ne faut pas penser que c'est un raté et il ne faut pas penser à le rejeter parce que même si vous couvrez vos propres enfants à la maison et que vous délaissez la personne qui est là dehors, à ces moments de difficulté peut vous causer des problèmes. Donc, amener ces personnes-là vers les personnels soignants, vers les structures agréées pour pouvoir les prendre en charge. Ils ont besoin de nous tous, ils ont besoin de notre soutien. Thank you, Dr. Nelly Mvondo. While hoping, ladies and gentlemen, that we provided valuable insights on this topic for you. Right behind, let's meet Valérie Naisomba. She has the health tips that mark this week. Les troubles intimes ou infections vaginales touchent les 2 quarts des femmes au cours de leur vie et peuvent s'avérer très gênants. Soulager les troubles touchant à la zone intime ne nécessite parfois pas grand-chose. Plusieurs facteurs expliquent ces troubles, notamment les infections à levure, le déséquilibre hormonal ou tout simplement la mauvaise hygiène intime. Nous vous proposons cette semaine quelques méthodes naturelles efficaces pour soulager et éviter les infections vaginales. Le yaourt, très indispensable pour prévenir les infections vaginales. Il suffit de consommer très fréquemment le yaourt, ce qui permettra non seulement de préserver la flore intestinale, mais surtout permet de conserver une microflore intime saine. Vous pourrez également imbiber du yaourt bio, de préférence sur un tampon ou un morceau de coton propre, puis insérer à l'entrée du vagin, laisser agir environ 1 heure et retirer. Cette opération peut être effectuée 2 fois par jour pendant 2 semaines. L'ail, connu pour ses qualités antibactériennes, l'ail est un idéal pour combattre les microbes et les champignons susceptibles d'envahir les muqueuses intimes. Il suffit de couper 1 à 2 gousses en petits morceaux que vous laisserez macérer dans un verre d'eau 1 nuit.
Le lendemain, boire le contenu au réveil. Le vinaigre de cidre, très important car aide à maintenir ou à restaurer le pH de la mucose génitale. En application locale, imbibez le coton de vinaigre de cidre bio et non pasteurisé, puis tamponnez la zone concernée ou imprégner de vinaigre de cidre sur un tampon hygiénique que vous allez placer sur votre partie intime durant 1 à 2 heures. Toutefois, il est indispensable d'observer quelques mesures pratiques pour avoir une hygiène intime saine. Évitez les toilettes intimes excessives et les douches vaginales trop fréquentes car cela cause un déséquilibre de la flore. Ne pas faire usage de gants de toilette sur les parties intimes car ils sont des véritables nids à microbes. Choisissez une solution lavante adaptée avec un pH physiologique neutre. Après la toilette intime, séchez-vous soigneusement avec un linge doux. Pendant la période menstruelle, changez fréquemment de protection périodique. Privilégiez les douches au détriment des bains. Évitez de porter des vêtements trop moulants ou synthétiques. Évitez aussi les sous-vêtements qui favorisent les frottements, à l'instar des strings. Enfin, toujours lavez vos sous-vêtements à une température de 60 degrés minimum et séparément des autres vêtements. Bien que ces astuces se révèlent généralement efficaces, dans le cas d'infection vaginale aiguë ou peu avancée, il est toujours indispensable de consulter un professionnel de la santé en cas de persistance de la maladie ou de récidive afin que des mesures plus adaptées puissent être mises sur place. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Le plus santé encore cette semaine, c'est une signature du docteur Tsatsop Cyril Thibault. Il nous parle de la consommation du cube cette semaine. Regardons plutôt. Est-ce que tu consommes du cube? Est-ce que quand tu cuisines, tu mets du cube à l'intérieur de la nourriture? Il y a même des personnes qui, après avoir cuisiné, augmentent le cube dans la nourriture avant de manger. Mais ceci est très dangereux pour votre santé. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument éviter le cube ou bien consommer moins de cubes que possible. Alors, le cube est très riche en sodium, qui est un minéral qui a plusieurs effets négatifs sur ta santé. Mais aujourd'hui, je vais te parler de 2 de ces effets négatifs-là. Alors, le premier problème avec le sodium, c'est que plus tu as de sodium dans l'organisme, plus tu auras une pression artérielle qui va avoir tendance à être toujours élevée. Ceci va fatiguer ton cœur et sur le long, tu risques de développer des maladies cardiovasculaires comme des AVC ou même des crises cardiaques. Le deuxième problème, tiens-toi tranquille, c'est que le sodium est éliminé par les reins. Donc, plus tu as de sodium dans l'organisme et plus tes reins vont être mis à l'épreuve pour pouvoir éliminer cette substance-là. Et sur le long, tu risques de développer des problèmes au niveau des reins comme des insuffisances rénales. Donc, tu as bien compris, il faut absolument réduire la quantité de cubes que tu consommes et si possible, éviter de consommer le cube. C'était ton docteur Tsatsop. On dit merci docteur. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you, Doctor, as well, for always being there every weekend. Thank you, ladies and gentlemen, for taking time off your busy schedules to watch us again today. Let's continue the chit-chat on our social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube. The page name is Ngwang Diana Joyce. You could propose as well different topics that you would want us to discuss. The page names are written right below your screens, plus the numbers to contact if you want to meet our various doctors we receive on our sets. Our next rendezvous is taken for next week, Saturday. Meantime, the rebroadcast is scheduled for 10 a.m. Sunday. Stay blessed, stay glued, stay healthy. Good morning.